Bonjour à tous, bienvenue dans Pour tout vous dire avec au menu aujourd'hui un sujet de préoccupation mondiale, la vaccination contre le Covid-19. Peu à peu, les campagnes de vaccination se mettent en place dans la plupart des régions du monde et certaines sont déjà bien avancées. Si la perspective d'un retour à la vie normale semble réjouissante, l'arrivée des vaccins n'est pas sans susciter quelques questions. Comment les vaccins ont-ils pu être produits aussi vite? Sont-ils fiables? Mais surtout, dans le cadre d'une pandémie qui touche l'ensemble de la planète, comment rendre la vaccination universelle et donc accessible à tous? Ce sont quelques-uns des thèmes que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. Ils seront deux à nous faire part de leur éclairage sur les enjeux liés à la vaccination dans la première partie de l'émission. L'économiste Nathalie Coutinet et le médecin épidémiologiste Martin Blachier. Et puis tout à l'heure, nous accueillerons deux porte-paroles de l'opération Vaccine qui a été lancée en France pour encourager la vaccination. Bonjour à tous les deux, Martin Blachier et Nathalie Coutinet. Bonjour. Et merci d'être venus sur le plateau de Pour tout vous dire. Nathalie Coutinet, vous êtes économiste de la santé, maîtresse de conférences à l'université Paris 13. Vos travaux portent principalement sur les stratégies des firmes dans le champ de l'économie industrielle, mais aussi sur l'analyse économique des politiques de santé en Europe. Et vous, Martin Blachier, vous êtes un médecin épidémiologiste et un spécialiste de la santé publique, et vous êtes également associé au cabinet PHE. Absolument, oui, c'est bien ça. Alors, on va tout de suite parler du sujet qui nous intéresse. Avec la pandémie de Covid-19, l'industrie pharmaceutique mondiale a fait face à un défi sans précédent, fournir au plus vite des vaccins contre donc, le Covid-19. Pour commencer, on pourrait revenir sur quelques chiffres. Dans quelle proportion la production mondiale de vaccins s'est-elle accrue? Nathalie Coutinet, peut-être pour commencer. Alors, c'est difficile d'avoir des données sur le supplément de production. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a modifié un petit peu les rapports de force. L'industrie mondiale du vaccin était largement dominée par l'Europe, qui représentait 76% de la production mondiale. Et avec la pandémie, on voit que l'Europe, finalement, a pris plutôt du retard et que c'est plutôt la Chine, les États-Unis qui sont devenus les premiers fabricants de vaccins au monde. Et en Europe, il y a aussi un petit peu une redistribution des cartes, puisque la France est normalement ou historiquement présente dans le vaccin, et là, elle est derrière beaucoup de pays, et c'est plutôt l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas qui ont produit massivement des vaccins contre la Covid-19. Alors justement, quels ont été les moyens mis en œuvre pour produire tous ces vaccins, alors que l'industrie n'y était pas préparée? Martin Blachier. Je pense que c'est important de dire aussi que la génération des vaccins joue, parce que c'est des nouveaux vaccins qui ont été qui sont les plus efficaces et qui sont beaucoup utilisés, ces vaccins à ARN. En fait, la technologie ARN, c'est un changement complet de la façon dont on va produire de la molécule vaccinale. Donc, il a fallu réinventer, recréer des plateformes ARN qui ont d'abord été faites aux États-Unis, puisque c'est là que les grands laboratoires qui ont misé sur l'ARN ont été, à savoir Moderna et BioNTech. Et ensuite, en Europe, il a fallu se moderniser pour créer ces plateformes ARN, qui ne seront pas des plateformes perdues d'ailleurs, puisque l'ARN est une technologie qu'on va utiliser probablement dans les prochaines années. Les vaccins qui étaient habituellement utilisés, c'était plutôt soit des vaccins atténués, soit éventuellement quelques vaccins adénovirus, qui étaient déjà une génération assez récente de vaccins. Et là, on est vraiment, j'ai envie de dire, déjà dans le futur. On est rentré dans le futur avec le vaccin contre la Covid-19. Et c'est vrai que l'Europe, je pense qu'on peut saluer ça, est très très vite montée en compétence sur ces plateformes ARN. En fait, c'est étonnant la façon dont elle a réussi à rattraper très rapidement son retard qu'elle avait pris initialement par rapport aux États-Unis. Alors justement, si la campagne de vaccination a connu quelques lenteurs à ses débuts en France, elle a finalement atteint son rythme de croisière. La France a reçu en mai 16 à 17 millions de doses et 20 millions sont prévus pour juin. Objectif, 30 millions de primo-injectés à la mi-juin. Depuis avril, une montée en puissance a été permise par l'ouverture de vaccinodromes géants. Direction le premier centre ouvert dans Paris Intramuros, inauguré par le président de la République début mai. C'est le premier vaccinodrome géant parisien. Situé à la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement, ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 18h, il est géré à 100% par le personnel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Monté en une semaine pour donner un coup de fouet à la campagne de vaccination dans la capitale, il permet de réaliser 2500 à 3000 injections par jour.
Pour l'instant, on administre uniquement ARN messager. Donc c'est du Pfizer, c'est du Moderna. La délivrance des doses, c'est l'Agence régionale de santé qui s'en charge. Donc l'Agence régionale de santé nous procure les doses nécessaires et ensuite nous, on prend en charge toute la logistique de ces vaccins, puisqu'à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, on dispose également de pharmaciens. Donc on a la capacité de stocker les doses. Elles sont ensuite préparées en vue des injections. Après un rendez-vous pris en ligne, en fonction des critères d'éligibilité en vigueur, les personnes sont prises en charge à leur arrivée par un infirmier. Elles peuvent ensuite se rendre dans la zone de vaccination munies d'une fiche navette. C'est le cas de Chloé, étudiante en stage avec des enfants en situation de handicap. S'est rendue dès qu'elle a pu dans ce centre, situé près de chez elle. Ça me semble important parce que c'est des enfants qui sont vulnérables dont je m'occupe. Donc il faut plutôt faire attention à eux. C'est des enfants qui ne peuvent pas forcément garder le masque et respecter les gestes barrières. Donc le fait qu'on se vaccine tous, enfin tous les professionnels qui travaillent avec eux, ça permet de les protéger. Attention, je pique. Une protection qui permettra de faire fléchir la courbe de l'épidémie en attendant l'ouverture de la vaccination pour les plus de 18 ans à partir du 15 juin prochain. Alors en France, on a beaucoup critiqué la lenteur de la mise en place de la campagne de vaccination. Avec le recul, comment voyez-vous la mise en œuvre de la vaccination dans l'Hexagone, Nathalie Coutinet ? Alors c'est vrai qu'au début, la stratégie qui avait été adoptée d'aller vacciner dans les EHPAD les personnes les plus âgées a été compliquée, très lente, sans doute mal anticipée par le gouvernement. Et on voyait dans les autres pays, notamment en Allemagne et en Italie, justement la mise en place de vaccinodromes avec des campagnes de vaccination qui ont démarré beaucoup plus rapidement, surtout compte tenu de la caractéristique de ces vaccins ARN messagers, c'est-à-dire qu'il faut les conserver à très grand froid. Et c'était sans doute la stratégie la plus facile, compte tenu, encore une fois, de la caractéristique de ces vaccins qui en plus sont conditionnés en plusieurs doses. Donc je crois qu'après des débuts difficiles, effectivement, enfin, la vaccination bat son rythme. Alors ensuite, il y a un autre problème qui ralentit, c'est les déboires, j'ai envie de dire, du vaccin AstraZeneca, qui a ralenti finalement, puisque beaucoup de personnes de plus de 55 ans hésitent ou même refusent de se faire vacciner avec ce vaccin. Oui, on va reparler en fin d'émission dans la deuxième partie de la réticence à la vaccination qui a pu freiner aussi la campagne en dehors des autres problèmes. Une course au vaccin a été lancée depuis l'apparition de la pandémie. C'est à la fois sur le plan du développement du vaccin, de la production et puis de la vaccination. Comment ont travaillé les laboratoires pour produire avec une telle rapidité ces vaccins et comment les recherches antérieures ont-elles permis justement peut-être d'accélérer le développement de ces vaccins, Martin Blachier ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les États ont énormément soutenu les laboratoires. Je veux dire, c'est un investissement qui a été un co-investissement entre la puissance publique essentiellement américaine et anglaise et les gros laboratoires pharmaceutiques américains, Moderna, Pfizer, mais aussi Janssen et AstraZeneca en Grande-Bretagne. Et donc, en fait, les États ont soutenu et ont partagé le risque, en quelque sorte, avec ces gros laboratoires. Ensuite, le pari qui a été fait, c'est le pari de l'ARN messager. En fait, l'ARN messager, c'est pas le fait d'injecter un ARN qui est très particulier. Si vous voulez, la différence entre l'ARN messager et les autres technologies, c'est que là, on va demander à notre corps de synthétiser de la protéine virale pour s'immuser contre cette protéine virale. Et en fait, c'est la façon dont vous allez fabriquer la protéine virale qui change considérablement. C'est-à-dire qu'au lieu de la synthétiser, vous allez la faire synthétiser par vos propres cellules. Donc c'est un changement complètement de paradigme de vaccination. Et puis c'est aussi des nouvelles plateformes. C'est-à-dire qu'au lieu de manipuler des protéines, on va manipuler des segments d'ARN. Donc il a fallu réinventer ces plateformes. Et c'est basé sur une technologie qui est la technologie qui a été en partie découverte par une Française, Emmanuelle Charpentier, qui est le CRISPR-Cas9, qui permet de manipuler de façon beaucoup plus facile le matériel génétique. C'est ça qui a permis de faire ces vaccins à ARN messager. Et donc, avec cette crise de la Covid-19, on est rentré dans une nouvelle génération à la fois des vaccins, mais de toute la thérapeutique de façon générale, où on passe beaucoup plus par le matériel génétique. Et donc, finalement, on a un peu investi dans l'avenir avec cette vaccination. Et c'est des sommes considérables qui ont été investies. Et comme d'habitude, les anglo-saxons ont été beaucoup plus dans le risque que l'Europe, qui finalement a très bien su prendre le relais, mais n'a pas finalement mené la course
elle a plutôt consolidé ses découvertes, plutôt des pays anglo-saxons, il faut le dire. Vous êtes peut-être un peu dur avec l'Europe dans son ensemble, parce que les Allemands ont été quand même assez actifs dans ces recherches, puisque BioNTech, qui s'est associé à Pfizer, est une firme allemande, et CureVac, qui est en train aussi de mettre au point un vaccin, est aussi une firme allemande. Donc c'est aussi la France qui, pour le coup, a pris un peu de retard dans ce tournant technologique. Oui, mais justement, c'est intéressant cet exemple, parce que les Allemands, ils avaient des startups de talent, et ils en ont un certain nombre, mais par contre, c'est la force américaine financière qui a été capable de développer. Et on voit bien d'ailleurs la différence entre le moment où est arrivé le vaccin Pfizer-BioNTech, parce qu'ils se sont associés à des Américains, et le moment où arrive le vaccin CureVac, qui sont quasiment partis en même temps. Ils ne sont même pas encore là. C'est l'avantage des Américains, c'est qu'ils ont la capacité d'accélérer les choses, parce qu'ils investissent et ils prennent leurs risques. Bien sûr. Alors, si on se ressente maintenant sur le cas de la France, ça a été un peu la déception, on peut le dire. L'Institut Pasteur a donc annoncé l'arrêt de ses recherches et le laboratoire Sanofi, je crois, peine à rester dans la course, même si je crois qu'il y a un peu de nouveau récemment. Oui, mais enfin, en tout cas, voilà, on est quand même un peu à la traîne. Comment s'explique ce fiasco tricolore, si on peut l'appeler comme ça ? C'est pas que un fiasco tricolore en fait, parce que l'Institut Pasteur était associé à Merck, qui est aussi un grand nom des vaccins, un leader mondial également des vaccins. Donc en fait, c'est sans doute les technologies aussi traditionnelles qui ont eu plus de mal à faire émerger un vaccin, comme le disait le docteur Blachier. Et puis en France, on a sous-investi dans ces recherches vaccinales, puisque les États, comme ça vient d'être dit, ont massivement investi, en particulier l'État américain, mais également l'État allemand, et que la France est dans les pays qui ont le moins, l'État français, qui est dans les pays qui a le moins soutenu finalement les recherches vaccinales. Et alors, ça n'est pas la totalité, bien sûr, de l'explication, mais à mon avis, c'est un élément important finalement de la faiblesse de l'investissement de départ. Vous voulez ajouter quelque chose, Martin Blachier ? Il y a aussi une prise de position de Sanofi, parce que le grand acteur français, c'est Sanofi, qui lui, dès le début, n'a pas voulu aller vers ces nouvelles technologies parce qu'ils ont eu peur de ne pas être capables de développer en masse du vaccin ARN messager. Il faut savoir que BioNTech, la première firme internationale pharmaceutique qui sont venus voir, c'est Sanofi justement, et qui a dit, nous on ne se lance pas dans l'ARN messager, on va se lancer dans une autre technologie qui n'a pas abouti dans un premier temps. Et donc c'est Pfizer, avec son PDG, qui a le nez fin, qui a récupéré la technologie de BioNTech et qui l'a développée, et on sait le succès que ça a eu. Donc je pense que c'est aussi finalement cette peur de la prise de risque quand même qui a été présente même au sein de l'équipe de recherche de Sanofi. Donc après, il faut aussi relativiser. On passe systématiquement à côté d'innovation dans ces grands groupes. Mais je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faudra garder, c'est qu'il faut que parfois on soit capable de prendre notre risque, parce qu'à ne pas prendre de risque, finalement, on prend aussi des risques. Oui, alors ça, c'est intéressant, cette notion de prise de risque, d'innovation, d'investissement. Enfin, c'est un peu le nœud du problème, finalement. On peut revenir aussi à la question de la vaccination telle qu'elle a été présentée lorsqu'on n'avait pas encore de vaccin. On entendait dire que la vaccination serait un bien commun mondial. Il y avait beaucoup de bonnes intentions qui étaient formulées à ce moment-là. Et puis lorsqu'on a vu émerger les stratégies de vaccination nationale, c'est un peu autre chose qu'on a pu observer avec des pays qui privilégiaient la vaccination dans leur propre population. Comment cela s'est-il manifesté ? Nathalie Coutinet. Au départ, il y avait une initiative mondiale qui était portée par la Gavi, qui est une alliance internationale pour la vaccination. Et l'OMS. Et l'OMS. Le COVAX, qui avait justement l'idée de rassembler les doses et puis de les répartir dans les pays en fonction de la taille de la population. Alors c'était une idée très ambitieuse, très généreuse, mais on voit bien qu'elle s'est heurtée, et bien évidemment, aux égoïsmes nationaux et au fait aussi que les États qui ont massivement financé, notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, bien sûr, ont privilégié leur propre population, ce qui, d'un point de vue politique, s'explique totalement. Et donc, malheureusement, effectivement, l'égoïsme national ou les choix politiques ont fait que c'est d'abord les populations de certains pays qui ont été vaccinés. Maintenant, il est très important, et je ne pense pas que le Dr Blachier me contredira, à ce que l'ensemble de la population mondiale soit vaccinée, parce qu'on voit bien que quand il y a des populations qui ne le sont pas, bien le virus se mute, enfin évolue, et puis il revient un petit peu comme un effet boomerang finalement dans les pays du Nord. Donc il y a une nécessité absolue à ce que l'ensemble de la population mondiale soit vaccinée. Absolument. Au-delà de la notion de profit et d'innovation, il y a quand même la notion de santé publique mondiale finalement qui est arrivée sur le devant de la scène. Oui, tout à fait. Après, en faire un bien commun, l'objectif c'est que tout le monde ait accès au vaccin. Moi, je pense qu'il faut être simple sur ce qu'on veut. Après, les moyens d'y arriver, ça c'est des discussions qui sont juridiques, peut-être d'économistes.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que des dispositions qui vont être prises vont permettre à ce qu'il y ait plus d'accès au vaccin de façon générale. Et l'autre chose qui est un petit peu compliquée, c'est le vaccin qui a émergé dans tout ça, c'est le vaccin ARN messager, qui est très compliqué à produire. Voilà. C'est pas un brevet, c'est-à-dire que quand vous parlez d'un brevet, ce sont des centaines de brevets mis les uns à côté des autres, avec le risque aussi que les vaccins soient pas de bonne qualité, parce qu'il faut se rappeler quand même que et le vaccin Pfizer et le vaccin Janssen, au début, alors que c'était produit aux États-Unis, les premiers lots étaient mis à la poubelle, parce que le FDA considérait que même avec le niveau d'exigence des professionnels américains, c'était pas encore suffisamment de qualité pour pouvoir être donné à la population. C'est pour vous dire le niveau de technicité que c'est. Donc c'est là que c'est compliqué et il a fallu développer ces plateformes technologiques. Et maintenant, évidemment, il faut que toute la population ait accès au vaccin. Mais je pense qu'on y arrivera. Après, la façon dont on y arrivera, ça, c'est soumis à discussion. Mais je voudrais quand même revenir un petit peu sur cette histoire de levée des brevets, parce qu'elle est tout à fait d'actualité. Donc, des organisations comme l'OMS, quand même, ou d'autres ONG, et puis certains pays comme l'Afrique du Sud ou encore l'Inde, ont essayé de pousser pour l'activation de ce qu'on appelle donc la licence libératoire sur les vaccins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est plutôt des licences obligatoires. C'est un dispositif qui existe à l'Organisation mondiale du commerce, qui gère, qui réglemente finalement mondialement ces brevets et qui permet à un pays, pour des raisons de santé publique, de demander finalement le brevet, de demander la formule, si vous voulez, pour pouvoir produire le vaccin. Alors effectivement, sur les vaccins ARN messagers, on peut imaginer que tous les pays ne sont pas nécessairement en capacité de le faire tout de suite. Maintenant, il y a les autres vaccins aussi, les vaccins, on va dire, traditionnels, qui, eux, peuvent être produits, le vaccin AstraZeneca, par exemple, ou le vaccin Sanofi, s'il arrive. Et là, il est effectivement nécessaire que plus de producteurs puissent fabriquer ce vaccin, parce que au début, ce qui a ralenti quand même fortement la vaccination, c'est tout simplement le fait d'avoir des doses. Et là, le brevet empêche quand même d'autres producteurs de produire ou de se préparer à produire dans le cas des vaccins ARN messagers, parce que finalement, et comme vous l'avez dit, technologiquement, les grands pays, et sans doute d'autres aussi, ont vite adapté leur processus de production. Évidemment, ça nécessite des investissements particuliers. Mais moins on donne l'accès, plus on va traîner. Donc il y a une nécessité à produire. Le brevet ne suffit pas pour produire, mais tout de même. Voilà, s'il y a un brevet, de toute façon, on ne peut pas produire. Donc s'ils sont levés, et puis le fait qu'ils soient levés, ça ne veut pas dire que son détenteur n'ait aucune rémunération. Il a une rémunération plus faible, mais il a quand même une rémunération et qui est bien suffisante pour compenser les investissements qui ont été faits, d'autant, comme ça a été rappelé, qu'ils ont été ces investissements aussi partagés avec les États. Donc, il y a eu un sujet aussi qui a été levé, c'est la pénurie de matières premières, en disant de toute façon il n'y a pas assez de matières premières et donc ils pourront faire les plateformes, mais ils n'auront plus suffisamment de matières premières. Encore une fois, c'est peut-être un argument qui a ses limites. Il semblerait quand même que de faciliter la vaccination pour tous soit la meilleure façon de se débarrasser ça, c'est certain, de cette épidémie. Certain. La question, c'est est-ce qu'on lève les brevets sur les vaccins et ça... Alors, avec la vaccination, on espérait parvenir à une immunité collective dont on entend parler depuis le début de cette pandémie, et donc à la disparition du coronavirus, mais il semblerait que ce ne soit pas si évident. Le virus pourrait finalement devenir endémique et continuer à circuler malgré la vaccination. Vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors qu'on puisse revenir à une vie normale, c'est loin d'être exclu, mais par contre, ce sera une vie normale sans éradication virale. C'est-à-dire que le virus va rester, il va rester parmi nous, dans tous les pays d'ailleurs. Il n'y a aucun pays qui arrivera à complètement s'en débarrasser à partir du moment où il va un tout petit peu réouvrir ses frontières. Le seul pays où il n'y a pas de Covid, c'est les pays qui vivent complètement en autarcie, il n'y en a pas beaucoup. Et même ceux-là, d'ailleurs, commencent à avoir des nouveaux cas de virus, parce que l'autarcie, on ne peut pas tenir très longtemps comme ça. Donc non, l'évolution, c'est plutôt d'apprendre à vivre avec le virus et d'avoir acquis une immunisation de la population qui soit suffisante pour faire en sorte que de vivre avec ce virus ne soit pas synonyme d'une saturation des services hospitaliers. L'éradication, c'est quelque chose qui prendra beaucoup plus de temps, et globalement, il faut que quasiment tout le monde soit vacciné. Donc vacciner la population mondiale entièrement, ce sera probablement difficile. Je pense qu'on y arrivera plus rapidement que pour d'autres pathologies, mais je pense que c'est pas un objectif de moyen court terme. On a un peu trop utilisé ce terme d'immunité collective, qu'on n'avait pas d'ailleurs utilisé dans le cadre de la vaccination au départ. L'idée, c'était plutôt de dire, est-ce que cette immunité collective par infection naturelle pourrait nous aider à lutter contre le virus? Je pense plutôt que, en tout cas, tous les gens qui pensent à l'avenir de cette épidémie disent qu'il faut arrêter cette idée d'éradication virale, qu'il faut aussi un petit peu... il va falloir un petit peu dédramatiser lentement la Covid en disant c'est pas un drame que cette maladie existe, c'est un drame quand cette maladie nous empêche de vivre. C'est un peu le changement de mindset qu'il faut avoir.
Disons que ce qui a été aussi un exemple assez important en la matière, c'est l'exemple de l'Inde, qui semblait avoir contrôlé la contagion et qui finalement fait face aujourd'hui à une nouvelle vague extrêmement violente. L'Inde qui est en plus premier producteur de vaccins au monde. Alors, ils ont un taux de vaccination relativement bas malgré tout, puisqu'ils ont effectivement fabriqué de l'AstraZeneca, mais c'était pour les pays du Sud. Alors même si aujourd'hui, ils l'ont gardé plutôt pour leur population. Et puis si on regarde, si on rapporte l'incidence de la maladie au regard de la population, ils sont pas aussi touchés que ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de service hospitalier derrière qui permet de venir en aide aux populations et que le taux là encore une fois, c'est le médecin sans doute qui est plus compétent, mais visiblement la mortalité est trop élevée par rapport à la maladie parce que le système hospitalier peine à prendre en charge les malades. Mais la contamination au regard de la population indienne n'est pas très différente de ce qu'on a pu connaître dans les pays du Nord ou en Europe dans les grandes périodes d'épidémie nous-mêmes. Non, mais l'Inde n'était pas du tout dans la situation qu'est Israël, que sont certains États américains ou que la Grande-Bretagne et presque une partie de l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire vous avez vacciné suffisamment de gens pour que votre population vulnérable soit couverte et que vous n'ayez pas des pics monstrueux de mortalité quand il y a une recirculation du virus. Je crois qu'on est tous conscients qu'en Europe, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, qu'à partir du moment où on va lever un petit peu les mesures barrières, le virus va recirculer. On va probablement avoir un petit peu plus de contamination à la sortie de l'été, parce qu'on a quand même ce phénomène estival qui calme un petit peu l'épidémie. La question, c'est est-ce que cette circulation du virus qui recommence se manifeste par une saturation des services hospitaliers. Et c'est ça qu'on essaie d'éviter avec la vaccination. En Inde, c'était pas du tout ça qui s'était passé. En Inde, ils avaient une circulation très basse, mais pas en raison d'une vaccination intensive. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où le virus re-rentre, vous avez des pics de mortalité. Tous les pays qui ont basé sur la stratégie zéro Covid aujourd'hui sont exposés à des risques des pics de mortalité si le virus réentre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là où tous les pays de l'Ouest sont en train finalement de sortir de la crise, les pays zéro Covid sont en train de s'y enfoncer. Et eux, au contraire, sont en train de rendre encore plus dures les mesures de lutte contre le Covid. Et là, on va avoir une divergence totale entre les pays qui ont fait vivre avec le Covid et la vaccination, et les pays qui ont parié sur le zéro Covid. En fait, j'ai envie de dire, pour les pays qui ont parié sur le zéro Covid, c'est maintenant qu'ils vont rentrer dans le dur, parce qu'ils vont se retrouver complètement coupés du monde, avec une population qui ne veut pas se vacciner, parce que de toute façon, elle vit sans le Covid, mais au bout d'un moment, une nécessité de sortir de cette autarcie, ce qui prouve bien que la vaccination est le seul moyen de revenir à la vie normale, et en aucun cas la stratégie zéro Covid. En tout cas, c'est le pari, on peut le dire, que fait la France aujourd'hui en déconfinant, alors que le taux d'incidence reste relativement élevé, mais donc en misant sur la vaccination. Est-ce que vous pensez que c'est un pari qui pourrait être gagnant dans l'état actuel des choses, d'après ce qu'on peut voir? C'est une question pour le médecin. Oui, c'est vrai. Oui, a priori. Bon, alors, on est dans l'été, donc c'est très particulier. Aujourd'hui, l'amélioration qu'on voit des courbes, qui est nette, c'est-à-dire c'est une amélioration qui ne fait que s'accélérer, est essentiellement due à un effet estival et non pas un effet de la vaccination. Enfin, la vaccination joue, mais la baisse aujourd'hui des hospitalisations est essentiellement liée à la baisse de la contamination, de façon générale. Parce qu'on arrive dans les beaux jours, c'est des maladies respiratoires, on s'est rendu compte qu'il y a un effet saisonnier très fort. Voilà, la question c'est quand ça va se remettre à circuler, est-ce qu'on aura vacciné suffisamment de personnes? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir vacciné quasiment la totalité de la population vulnérable. Aujourd'hui, on a fait un effort qui est considérable. Il faut savoir qu'en Europe, il y a plus de 80% des gens de plus de 80 ans dans toute l'Europe qui ont été vaccinés. Donc ça veut dire qu'on a quand même fait un bon travail. Il faut continuer jusqu'aux gens de 50 ans, par exemple, ou même chez les gens un petit peu plus jeunes qui sont, par exemple, en surpoids ou qui ont une comorbidité. Donc voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pendant l'été pour pas avoir de mauvaises surprises en septembre. Mais c'est la bonne stratégie, puisque j'ai envie de dire, c'est la seule stratégie. Et les pays qui, pour l'instant, ont très bien réussi sur la première phase de l'épidémie et qui ont réussi à quasiment vivre sans le virus, vont devoir passer, elles, par un schéma qui est tout à fait particulier, qui va être de vacciner une population où le virus ne circule pas. Je pense qu'il y a des pays qui vont bien y arriver parce que sur un plan logistique, ils vont en être capables. Je pense par exemple à la Chine, je pense qu'elle sera capable, avec un plan vraiment très volontariste, de vacciner sa population avec de bons vaccins. Il y a des pays où ça va être un petit peu plus compliqué, à mon avis, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, où les gens n'ont pas l'air de se précipiter vers la vaccination. On va terminer maintenant ce débat. Peut-être un dernier mot, Nathalie Coutinet. Qu'est-ce qu'il faut retenir, d'après vous, de cet épisode qu'on vient de vivre avec justement ce problème posé par l'OMS qui estimait que si les pays riches ne permettaient pas de financer davantage la vaccination chez les pays pauvres, il s'agirait d'un échec moral catastrophique.
Est-ce que vous pensez qu'on en est là? Comment vous voyez les choses globalement à ce stade? Oui, alors ça a aussi mis en lumière quand même un accès au traitement de manière générale et au vaccin également très différent entre les pays du Nord. On a la chance d'avoir des systèmes de santé performants, on a la chance d'avoir des niveaux de revenus qui nous permettent d'avoir accès au traitement. C'est pas le cas d'énormément de personnes, une grande partie de la population mondiale qui a beaucoup de difficultés à accéder de manière générale au traitement et à la vaccination. Et ça, c'est vraiment une inégalité qui doit être corrigée. Et l'intérêt, si je puis dire, une des grandes leçons, sans doute, de cette pandémie, c'est de mettre en lumière ces inégalités d'accès au traitement. Et il faut trouver les moyens, avec évidemment les acteurs pharmaceutiques, mais aussi avec les puissances publiques qui financent beaucoup les traitements, avec les ONG qui participent sur le terrain à tout ça. Il faut trouver un moyen pour sensiblement améliorer l'accès au traitement dans les pays du Sud. La campagne de vaccination progresse en France, mais elle doit faire face aussi à des réticences de personnes qui n'ont pas confiance dans les vaccins. Nous allons maintenant nous intéresser à une initiative de pharmaciens pour faire tomber ces résistances. C'est l'opération Vaccine. Nous retrouvons tout de suite deux des porte-paroles de Leader Santé à l'origine de cette opération. Bonjour Clémence Trébaol et Jean-Baptiste Liraud. Bonjour. Et merci à vous Martin Blachier de rester avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Clémence Trébaol, vous êtes responsable marketing chez Leader Santé Group et vous, Jean-Baptiste Liraud, vous êtes pharmacien de formation et vous avez intégré l'équipe Leader Santé en 2021 pour y apporter votre expertise de pharmacien. Donc c'est très récent. Exactement. Alors, Leader Santé regroupe des pharmaciens indépendants et entrepreneurs. Est-ce que vous pourriez les présenter? Je vais peut-être vous poser la question à vous, Clémence. Oui, bien sûr. Alors, Leader Santé Group, c'est 600 pharmacies dans toute la France, que ce soit Paris, le Sud, le Nord, l'Est ou l'Ouest. On est vraiment présent partout. En 12 ans, on a su construire ce maillage territorial. Comment? Tout simplement par une fluidité de communication avec nos adhérents et aussi par des remontées terrain qui nous permettent d'avoir un coup d'avance, notamment dans tout ce qui est élargissement des fonctions du pharmacien. Un test antigénique, vaccination, ça a été un bel exemple en 2020. Ces remontées de terrain, elles arrivent principalement aussi grâce à nos cofondateurs qui sont eux-mêmes pharmaciens, donc Alexis Bérébi, Antoine Souillette et Samuel Torchman, qui aussi vacillent entre le comptoir directement dans leurs officines et le siège Leader Santé. Donc on est vraiment ouvert pour nos adhérents, c'est la mission première d'un groupement et c'est d'ailleurs aussi pour cela qu'on est ici aujourd'hui et à même de venir parler de la vaccination et de notre beau mouvement qu'est Vaccine. Alors justement, vous avez lancé cette opération il y a très peu de temps, je crois à peine quelques semaines. En quoi ça consiste exactement? Vous pouvez nous expliquer, peut-être Jean-Baptiste Liraud? Alors l'objectif de Vaccine, c'était tout d'abord une volonté d'un retour du terrain. Donc c'est nos affiliés qui ont commencé à nous remonter divers points autour de la vaccination. Et donc ça a germé chez Leader Santé, toujours dans ce que disait Clémence, cette volonté d'avoir ce coup d'avance, de se dire quand la vaccination, c'est le cas aujourd'hui, sera ouverte au plus grand nombre, c'est important aussi que les personnes qui souhaitent se faire vacciner ou qui se sont déjà fait vacciner puissent faire entendre leur voix. Alors forcément sur les réseaux sociaux dans un premier temps, et puis dans d'autres médias comme ici par exemple. Alors, vous voulez aider, si j'ai bien compris, les Français à surmonter leur réticence face à la vaccination contre le Covid-19. Quels sont les arguments de ceux qui se prononcent contre la vaccination aujourd'hui, si vous pouvez les résumer? Et qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors, c'est, on va dire, très compliqué à résumer. Je pense qu'on ne va pas non plus forcément s'essayer à cet exercice. Ils ont beaucoup d'arguments. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt le point de vue professionnel de santé. Aujourd'hui, véritablement, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on est confronté à cette crise sanitaire mondiale, puisqu'on a des cas, que ce soit sur l'Antarctique, au Groenland, donc aucun territoire n'y échappe. Et la volonté, c'est de permettre de donner la voix également à ceux qui sont pour, à ceux qui s'engagent au quotidien pour la vaccination, pour que eux aussi, leur voix puisse être entendue, puisqu'on entend plus facilement et beaucoup parler des personnes qui sont contre. Et l'objectif, c'était d'allier... comme on l'a dit juste avant, un geste assez simple avec l'opportunité de pouvoir libérer la parole, même si c'est quelque chose, on le voit au quotidien, qui évolue,
puisque au début des campagnes de vaccination en France, on était plutôt autour de 40% de Français qui étaient favorables à la vaccination. Aujourd'hui, en mai 2021, on atteint les 70%. Donc c'est quand même, on se rend bien compte que les Français souhaitent être acteurs de la fin de cette pandémie. Et aujourd'hui, on n'a qu'un seul levier qui est la vaccination. Martin Blachier, on parlait tout à l'heure justement de la campagne de vaccination en France et on a parlé aussi de cette réticence face à la vaccination. Comment vous voyez évoluer les choses ? Moi, je trouve ça très intéressant comme initiative pour 2 raisons. D'abord, je pense que c'est important qu'il n'y ait pas que le gouvernement qui parle de la vaccination, puisqu'il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui s'emparent de cette problématique. Et je suis pour qu'il y ait un maximum d'acteurs de la vie civile, mais aussi d'acteurs professionnels qui fassent des initiatives dans ce sens-là. Et je pense que ça a une capacité à emmener les gens vers la vaccination. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important, puisque pour limiter l'impact de la circulation du virus sur les hospitalisations, il va falloir aller bien au-delà des 70% qui sont effectivement la base. On sait qu'on a à peu près 30% de vaccinosceptiques et donc il faudrait qu'il n'y en ait plus que 5 à 10% qui refusent de se faire vacciner. Donc il y a 20-25%, c'est très compliqué. On voit aux États-Unis le nombre de streptogènes qui sont en train de mettre en place pour emmener les gens à la vaccination. Ça va de loterie, d'offrir une bière, de faire un chèque. Il n'y a pas qu'en France. Il y a énormément de choses. Et donc, il faut qu'on se lance dans cette créativité et donc voir les premiers qui se lancent dans cette aventure. C'est intéressant et j'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère que ça trouvera écho parce que c'est très important, effectivement. Alors justement, vous avez essayé de faire preuve de créativité. Vous pouvez nous raconter concrètement comment ça se présente, comment on participe à la campagne ? Alors, on participe, c'est très simple. C'est un geste simple et universel, le vaccin, qui est utilisable vraiment par tous. C'est 2 doigts dans ce sens-là. Dans ce sens, voilà. C'est pas le V de la victoire, voilà. C'est dans l'autre sens. Tout simplement, ça signifie le V de vacciner, vaincre et vivre. Donc, vaccinons-nous pour vaincre la Covid-19 et retourner à la vie d'avant qu'on a hâte de retrouver. Donc après c'est très simple, donc c'est un mouvement qui commence directement sur les réseaux sociaux. Tout d'abord parce que on cherche à viser les jeunes qui peuvent être un peu plus réfractaires à la vaccination. Donc pour cela il faut juste poster une petite photo avec le V de vaccin une fois que je suis vaccinée ou en amont, puisque je peux juste marquer ma position, je veux me faire vacciner. Ensuite, on poste sur son réseau avec le hashtag vaccin ou alors en story Instagram, par exemple, avec le @vaccin officiel. Donc après, nous, on s'occupera de relayer ces belles photos. Et après, bien sûr, c'est de pouvoir en parler vraiment en plus grand nombre à ses amis, à ses familles, pour que tout le monde puisse vraiment se vacciner, pour qu'on puisse atteindre cette immunité collective qui nous permettra de retourner à la vie d'avant. Alors, qu'est-ce que vous avez recueilli pour l'instant comme retour de la part à la fois des professionnels de santé et puis aussi des personnes qui se sont prêtées au jeu de cette opération ? On va commencer plutôt par le côté professionnel de santé. En tout cas, les premiers retours qu'on a pu avoir, notamment des pharmaciens, sont extrêmement positifs puisque ils ont été, si on peut reprendre une expression bien connue, au front, et ça a été véritablement les sentinelles de la pathologie tout au long de cette crise puisque les pharmacies sont restées ouvertes tout au long des différents confinements. Donc ils étaient très heureux de voir qu'il y avait quand même un soutien, une initiative qui allait dans le sens d'une sortie de crise. Donc pour eux, c'était en tout cas très important. Et puis, ça leur permet aussi d'avoir peut-être plus de facilité à recevoir des jeunes, notamment avec l'ouverture de la vaccination plus large à venir. Donc, ce sera aussi pour eux, on va dire, plus bénéfique de pouvoir se reposer sur un mouvement comme vaccin. Et du côté patient, c'est vrai qu'on a remarqué une certaine exaltation une fois qu'on est vacciné. C'est vrai qu'on a envie d'en parler, de dire c'est bon, c'est fait, je suis vacciné. Donc c'est ce qu'on remarque des remontées terrain et même de nos expériences personnelles. C'est vrai que c'est presque devenu tendance de se faire vacciner. Les gens le montrent sur Instagram, sur les réseaux sociaux. C'est une conséquence assez étonnante de cette situation mondiale. Et puis le timing est très bon parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'était pas dans cette besoin de stimuler la vaccination. Mais là, je rappelle qu'on va recevoir 30 millions de doses sur le mois de juin. Donc le mois de juin, ça va vraiment être la bascule entre la limitation par le nombre de doses qu'on a et la limitation par le nombre de gens qui vont vouloir se faire vacciner. Et on l'a vu dans tous les pays, comme on va quand même avoir un phénomène saisonnier qui fait qu'il va y avoir moins de circulation virale, c'est là qu'il va falloir plus encourager les gens à se faire vacciner parce que les gens ont moins envie de se faire vacciner l'été quand ça circule pas qu'en plein pic épidémique au mois de novembre, voire au mois d'avril. Parce que là, ça risque d'être un moment un peu trompeur finalement, exactement, comme l'année dernière. Exactement, et de se faire surprendre au mois de septembre-octobre, donc vaccin. Eh bien, merci à tous les 3 pour ces échanges très riches sur la vaccination. Je remercie également nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Pour tout vous dire.